attentif. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir après? On peut se poser des questions. Il ne va pas raconter à la télévision qu'il y était 900 millions qui étaient détournés, qui étaient justement destinés à réparer les tuyaux. Bon, on ne va pas dire ça à la télé russe, évidemment. Donc il y avait détournement de l'argent, il y avait un grand scandale il y a 3 ans. Donc effectivement, l'argent a été investi et il n'y a pas de résultat. Et sur place, l'eau n'atteint pas les étages supérieurs. Ouais, c'est ce qu'on apprend, surtout dans les logements anciens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les habitants sont obligés de transporter l'eau dans des seaux, depuis les sous-sols jusqu'au sommet des immeubles. Et forcément, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer n'ont pas d'eau. C'est une vraie crise humanitaire et puis c'est vrai que en priorité ceux qui arrivent à avoir de l'eau, c'est encore l'élite locale entre guillemets, et puis la population advienne que pourra. Parce qu'elles achètent de l'eau parce qu'ils se servent en premier en fait. Donc on n'est pas là pour penser encore une fois à la société, à l'intérêt général, à rendre un service public, mais à sauver qu'ils peuvent et effectivement donc c'est une catastrophe. Mais encore une fois, montrer un territoire où ils arrivent et ils envahissent et ils amènent le développement. Ils n'ont rien à faire en fait. Ce qui les intéresse, c'est cette logique impérialiste d'avoir plus de terres. Mais pas de développer pour autant. Il y a une histoire autour de ce système fluvial qui est une histoire un peu compliquée. Le système, il s'appelle Siversky Donest. Il a été construit dans les années 50 pour alimenter notamment le Donbass en eau douce. Mais ça n'a jamais fonctionné vraiment depuis 1950 ? Non, ça fonctionnait. Mais justement, ça fonctionnait, mais ça partait de... Oui, ça partait de l'Ukraine, maintenant le territoire qui n'était pas occupé, Kramatorsk jusqu'à toutes ces régions-là. Et à partir de 2014, normalement, il y avait un accord tacite entre l'administration locale que l'eau continuait à être fournie. Mais après, quand la guerre, enfin en 2022, quand c'est devenu la ligne de front, effectivement, l'infrastructure a été endommagée. C'est une des choses. Et deuxième chose, qu'effectivement, il y a le problème de vétusté de ces tuyaux qui n'a pas été réparé, la perte énorme. Il y a le problème de ce canal de Don qui était construit mais qui ne fournit que rien, pas grand-chose. Et après, ils ont négligé ces problèmes l'année dernière. C'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire chaque année, les problèmes s'accumulent et chaque année, ils deviennent de plus en plus difficiles. Et en plus, à cause de la sécheresse, etc. Donc, c'est encore devenu plus compliqué. Et surtout, il essaye de régler ça de manière, disons, autoritaire. Pouchili, il dit qu'à la manque d'eau, il dit qu'il y a des spéculations, donc les gens qui vendent de l'eau, enfin les hommes d'affaires, ils vendent de l'eau, je ne sais pas, à 6 roubles. Donc il dit, on interdit ça, on a établi le prix. Ben, on se moque du monde, évidemment. Il y a une revente de contrebande, donc les gens s'adaptent. Donc, à cause de ça, encore, le prix a augmenté. On calcule maintenant que le retraité moyen de Donetsk, pour lui, il faut sa retraite, il peut payer de l'eau juste 2 semaines. S'il dépense tout sa retraite, c'est juste pour 2 semaines en fourniture. Alors comment est-ce que vous expliquez que les gens restent vivre là-bas ? Notamment, je me demandais si ce n'est pas une stratégie déguisée, entre guillemets, des Russes pour que les gens partent, parce qu'ils aimeraient bien qu'une partie quitte peut-être ces territoires. Ils ont organisé effectivement ce repeuplement et les mouvements migratoires. Staline, il était très fort à ça. Ça les dérangerait peut-être pas, en fait. Hein. Donc, du coup, effectivement, après, pourquoi les gens ne partaient pas ceux qui, intellectuellement, avaient la capacité et psychologiquement, il y avait la maturité, entre guillemets, nécessaire pour quitter son chez-soi et partir dans l'inconnu. Soit une grande partie a quitté vers l'Ukraine, une partie ont quitté le territoire en allant, en se rapatriant sur les territoires en Russie, en se rapprochant des familles et tout ça. Tous ceux qui avaient la capacité sont partis en fait. Hein, et donc il faut comprendre aussi qu'une grande partie de la population qui est restée, ce sont parmi les plus démunis, les moins capables de prendre des décisions qui sont quand même difficiles en fait à assumer et donc ils subissent beaucoup plus et donc c'est pour ça ils sont dans la difficulté. C'est une crise humanitaire. Comment ils vont gérer ça? C'est une grande très inquiétant. Sur place. Il y a aussi Mariupol, etc. Il y a plusieurs villes qui sont touchées aujourd'hui. Mon général, l'eau utilisée comme arme de guerre. Oui, c'est une possibilité comme la faim. Mais bon, aujourd'hui,
je ne pense pas qu'elle soit utilisée comme arme de guerre. Je crois que c'est la conséquence peut-être d'une guerre, mais pas uniquement, des conditions climatiques, parce que le problème de l'eau va être un problème mondial, de toute façon, quel que soit le contexte. Rappelons-nous quand même que pour la Crimée, il y avait un canal qui venait d'Ukraine jusqu'en Crimée, qui alimentait en eau potable, qui a été aussi fermé à un moment donné, me semble-t-il, parce que les Ukrainiens l'ont fermé en disant ça. Et il y a eu des combats d'ailleurs. Je ne sais pas si les Russes l'ont récupéré ou pas. A fait exploser Kakhovka, donc maintenant il n'y a plus de l'eau. Il n'y a plus d'eau aussi en Crimée. C'est la même chose. Donc l'arme de guerre, l'eau comme arme de guerre, c'est possible. Maintenant, je pense que c'est assez aléatoire comme en termes d'efficacité. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire partir les gens, je n'en sais rien. Je pense quand même que l'image donnée en termes d'efficacité de l'administration russe pose plus problème que le fait d'essayer de les faire partir, ces gens. C'est-à-dire qu'en fait, l'État tout-puissant n'est pas si puissant que ça, et c'est même un échec complet dans la vie, dans le quotidien des gens. Et je crois que c'est beaucoup plus grave. Alors pour ça, l'eau, arme de guerre... j'ai pas de souvenir récent dans les guerres contemporaines, sauf une ville assiégée, à la limite, on peut... Et puis il y a eu quand même, n'oublions pas, ce qui s'est passé en Ukraine. En Ukraine, quand on frappe les centrales électriques, qui frappe les centrales électriques frappe tous les systèmes hydrauliques. On l'a vu au Kosovo, tout ce qu'on a eu comme problème pour rétablir l'eau, parce que la centrale avait été endommagée, et il n'y a pas que cet endroit-là, donc ça fait partie, les frappes elles-mêmes, c'est-à-dire c'est par dérivé, par conséquence, frapper une centrale électrique a un impact sur le système d'alimentation en eau, en dehors des problèmes de nappe phréatique et d'alimentation d'eau courante. Voilà. Pour compléter, juste, vous dites que comme ils utilisent la faim, l'eau et le froid aussi. Parce que nous, le 10 octobre 2022, quand ils ont commencé à bombarder de façon massive les centrales en Ukraine, en fait, à l'arrivée de la période de l'hiver, pour ramener des problématiques très fortes, en fait, du coup, de dire le pays va être... L'hiver, il fait très froid en Ukraine, et que les Ukrainiens, ils pensaient qu'ils allaient lâcher, capituler, se rendre par le froid. Donc, on utilisait la faim, le froid, l'eau, tout ça comme arme de guerre, le Kremlin sait le faire. Et la réponse à votre question, si les gens ne sont pas partis, les gens sont